Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV78. Nous sommes le mardi 4 avril, voici les titres. Près de 5 heures sans électricité, c'est ce qu'ont vécu les patients et le personnel de l'hôpital de Mantes-la-Jolie. Lundi matin, une panne électrique accidentelle s'est déclarée, paralysant l'établissement. Conséquence, certains patients ont dû être transférés dans des hôpitaux voisins. Nous ferons le point en début d'édition. C'est un show symphonique d'exception. Le Tour d'orchestre à bicyclette a lancé sa tournée 2024 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Dirigé par le chef d'orchestre Dylan Corley et la cycliste Jeannie Longo, l'événement a rassemblé des milliers de spectateurs. Puis nous vous emmènerons à la découverte d'un savoir-faire passionnant. À Versailles, les ateliers Jubert sont spécialisés dans le canage, un tissage particulier destiné aux assises et aux dossiers de chaises. Nous vous ferons découvrir cet artisanat qui a traversé les siècles. Enfin, il est l'invité du 7-8, ancien judoka. Laurent Mézéguer est aujourd'hui préparateur mental. Dans son livre Gagne, paru en janvier, l'ancien sportif de haut niveau dévoile le pouvoir de la préparation mentale pour atteindre ses objectifs. Il est l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir dans les Yvelines aujourd'hui. Et avec moi en plateau, Clara de Frutos. Bonsoir Clara. Bonsoir. On commence avec cette information. Hier, l'hôpital François Quesnay à Mantes-la-Jolie a été privé d'électricité pendant plusieurs heures. Oui, l'incident s'est produit hier à 8h et a duré jusqu'à 13h. L'origine du dysfonctionnement, le réseau d'alimentation qui a mis en défaut l'ensemble du système électrique. Par mesure de précaution, les patients avec les maladies les plus lourdes et sous monitoring ont été transférés vers d'autres centres hospitaliers, ceux de Meulan-les-Mureaux et de Poissy-Saint-Germain-en-Laye. Maintenant, l'entreprise Atos, Clara, qui va sortir la tête de l'eau, du moins de manière temporaire. Oui, le fleuron français de l'informatique a publié ce matin un plan de refinancement pour échapper à la faillite. Un accord de principe a été conclu avec des banques et avec l'État pour une première enveloppe intermédiaire de 450 millions d'euros. En échange, l'État aura un droit de regard en devenant actionnaire du groupe. Pour rappel, Atos est présent dans les Yvelines avec un data center au Clé-sous-Bois. Un mot maintenant des élections européennes et plus précisément de la liste écologie positive et territoire qui était en déplacement à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Oui, et d'ailleurs, c'est un parti récent, créé en 2022. Leur participation aux élections européennes a été annoncée en février dernier. Sur l'échiquier politique, le mouvement se positionne au centre et se définit comme écologiste. Vendredi dernier, ils ont présenté leurs propositions en matière de biodiversité et de préservation des aires protégées. Écoutez Yann Verling, leur tête de liste, au micro de Régine Ralèche. Nous sommes pour la création d'un statut de parc naturel régional européen avec création demain de parcs naturels qui soient à la frontière entre plusieurs pays européens parce que ce modèle-là, aujourd'hui, c'est celui qui nous fera protéger davantage encore la biodiversité en Europe avec un modèle qui est exportable au niveau mondial. Et Clara, les travaux préparatoires de la centrale géothermique au Chênay-Rocancourt ont débuté. Oui, Gabriel, la centrale dont le but est de produire de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre devrait permettre de chauffer d'ici 2026 les 7500 logements des résidences de Parly 2, mais aussi l'hôpital Mignot et des établissements scolaires du Chênay-Rocancourt. Une méthode qui devrait permettre aux copropriétaires de réduire leurs factures avec une énergie largement décarbonée. Au total, 4 puits et 2 unités de production vont être créées pour couvrir également les communes alentours comme Bougival, Bailly ou encore la Celle-Saint-Cloud. Le coût du projet est estimé à 32 millions d'euros selon nos confrères du Parisien. Et enfin, Clara, la 4e édition parascolympique se déroulait ce vendredi 5 avril au Mureaux, réunissant de nombreux enfants. 500 élèves étaient présents au gymnase COSEC Pablo Neruda pour l'événement, activités culturelles, citoyennes, artistiques, olympiques et paralympiques. Une quarantaine d'ateliers étaient proposés, organisés par le département des Yvelines et l'Institut de santé parasport connecté. Le but de cette journée était d'initier et de sensibiliser à la pratique parasportive. La prochaine édition se déroulera le 13 juin prochain à Rambouillet. Eh bien, le rendez-vous est noté. Merci Clara de Frutos pour toutes ces informations. C'est maintenant l'heure d'ouvrir une page culture dans votre 7-8.
Un concert symphonique au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Ce samedi 6 avril, un grand show décalé dirigé par le chef d'orchestre Dylan Corley avait lieu, alliant passion du vélo et musique. 95 musiciens ont pu jouer dans ce lieu olympique aux côtés d'une marraine d'exception, la championne de cyclisme Jeannie Longo. Le reportage de Julien Leroy. Une entrée olympique pour le chef d'orchestre Dylan Corley. Ce musicien et passionné de vélo était aux commandes de l'Orchestre national d'Île-de-France samedi 6 avril. Un grand show symphonique avec le cyclisme pour fil conducteur. Mozart, Yves Montand ou début de soirée, des standards de la musique classique et de la variété française jouée par 95 musiciens. Une programmation atypique dans l'écrin du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines qui accueillera les épreuves de cyclisme sur piste pour les prochains Jeux Olympiques. Mon objectif, moi, c'est de donner quelque chose de populaire, voilà, qui est accessible à tout le monde. Et surtout en liant le sport, parce que parfois il y a des gens qui adorent le sport mais qui ne connaissent pas trop la musique, ou vice-versa. Et là, le fait de lier les deux, ça permet d'avoir une salle éclectique. Tour de magie, spectacle burlesque ou démonstration de breakdance, une représentation circassienne pensée pour les mélomanes, les sportifs ou les curieux. Les 2600 spectateurs ont pu profiter de la présence exceptionnelle de Jeannie Longo, marraine de l'événement. La championne de cyclisme de 65 ans, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de 1996, a souhaité se mettre en scène pour diriger l'orchestre. Pour moi, c'est une occasion unique d'être au plus près des musiciens de si haut niveau, quoi. C'est comme si on vous disait, c'est comme si on disait à quelqu'un, vous allez pédaler avec les meilleurs mondiaux. Ce qui est assez difficile, c'est vrai que c'est dissocier la main gauche et la main droite. Et puis s'adresser au violon, au contrebasse. On a trouvé ça absolument incroyable, drôle, beau, touchant et plein de surprises. Donc c'était une super soirée. C'était génial d'avoir beaucoup d'interactions, d'avoir ce côté cirque aussi, ce qui fait que c'était vraiment quelque chose de vivant. Le chef cycliste Dylan Corley continuera de sillonner la France durant les prochains mois pour son tour d'orchestre à bicyclette. 1760 km où il reliera chaque étape grâce à son vélo jusqu'à la clôture le 14 juillet 2024 à Nice. Canage, fibre de rotin ou corde danoise, ce vocabulaire ne vous est peut-être pas familier, mais il fait référence au métier d'artisan canneur qui consiste à tisser des assises et des dossiers de chaises. Régine Ralech et Michael Elmidoro se sont rendus à Versailles pour vous faire découvrir ce savoir-faire vieux de 300 ans. Bonjour, bienvenue dans les ateliers Jubert, allez-y rentrer. Alors, est-ce qu'il y a des trésors ici ? Ici, par exemple, j'ai une chaise qui date de l'époque Louis XV. Donc, c'est quand même plutôt sympa de se dire que ce fauteuil a traversé les années et arrive à l'atelier pour une réparation. C'est dans cet atelier à Versailles que Bénédicte Jubert passe le plus clair de son temps. Ici, une quinzaine de chaises attendent d'être rénovées avec un matériau essentiel, la canne de rotin qui vient majoritairement d'Indonésie ou de Chine. On passe un fil comme ça. Et puis, au fur et à mesure des allers et retours, on va former un canage à 6 fils qui s'appelle le canage à la française. Si les prix varient d'une chaise à l'autre, il faut compter en moyenne 150 € pour une chaise standard et 12 heures de travail. Si la petite chaise a un canage très serré avec des trous qui sont beaucoup plus rapprochés, on va y passer beaucoup plus de temps et ça justifie le prix. Un travail long et minutieux, en concurrence avec le canage industriel d'aujourd'hui. Mais cela ne décourage pas Bénédicte, ayant passé la majorité de sa carrière derrière un bureau, cette passionnée de métiers manuels a décidé de se reconvertir il y a 5 ans. C'est un luxe, je pense, actuellement de faire un métier dans lequel on n'a pas de stress particulier. Les gens qui sont mes clients sont en général des gens très agréables et contents de me trouver. J'ai pas de pression puisque les gens sont rarement à 2 jours près pour récupérer leur chaise. Le planning de Bénédicte Jubert est rempli pour les 6 prochains mois. En parallèle de son activité, elle propose des cours de canage, de tressage de rotin ou de corde danoise.
La scène de la batterie à Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir en concert Talisco le 26 avril. Après 3 tournées à travers le monde, le groupe revient pour un nouvel album. La première partie sera assurée par Dead Chic, au programme blues, soul et heavy metal. Bonjour, je m'appelle Benjamin Guillot, je suis responsable des relations avec les publics pour les scènes de Guyancourt et aujourd'hui je vous présente 3 bonnes raisons de vous rendre à la batterie pour le concert de Talisco et Dead Chic le vendredi 26 avril à 20h30. Première raison, une affiche avec 2 concerts à l'énergie survitaminée. Talisco, tout d'abord, auteur du célèbre Your Wish, vient présenter son nouvel album Cinématique. Une invitation au transport en commun, musical et cinématographique, dans un style pop-folk matiné d'indie électro. Deuxième raison, la French Touch in French. Jérôme Amandi, dit Talisco, ajoute à son répertoire en anglais de nouveaux titres dans sa langue maternelle, le français, et toujours une interprétation vibrante qui ne laisse pas indifférent. Troisième raison, avec Dead Chic en première partie, vous êtes certain de bien commencer la soirée, avec une musique sauvage, entre heavy rock et blues, soul, un concert servi par 2 bêtes de scène, Damien Félix et Andy Balkan. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait danser, danser dans la nuit sans tomber. C'est ici qu'on m'a dit qu'on pouvait sauter, sauter et un jour s'envoler. From the tears that been poured, good God, I recite the same old lines, hold them against me, 'cause I'm heavy on my mind, good God. Voilà, c'était 3 bonnes raisons de vous rendre à la batterie le vendredi 26 avril à 20h30. Chaque mardi, Maxence Delacrouet se fixe un objectif, vous en apprendre plus sur l'histoire du département. Et ce passionné yvelinois nous parle ce soir de la création de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Saint-Quentin en Yvelines est aujourd'hui l'une des plus grandes communautés d'agglomération d'Île-de-France. Découvrons ensemble son essor. Le développement rapide de la région parisienne et de la capitale à la suite de la Seconde Guerre mondiale a vu de nouvelles problématiques s'installer. L'objectif initial de Saint-Quentin en Yvelines était donc de pallier la demande d'habitation et d'emploi forte qui existait à Paris car l'offre ne faisait pas le poids face à la demande. Le gouvernement de Pompidou va donc chercher à investir rapidement dans des villes nouvelles en banlieue parisienne. Le site de Saint-Quentin en Yvelines semblait idéal car il était très peu urbanisé hormis la ville de Trappes. C'est dans ce contexte que fut édité pour la première fois en 1965 le schéma directeur de la région Île-de-France. Ce document définit avec précision les clauses de conception de la nouvelle agglomération. Le projet prend forme et le 21 octobre 1970, on assiste à la création de l'établissement public d'aménagement de Saint-Quentin en Yvelines. L'agglomération voit le jour à partir de cette signature. Ce nouvel établissement public est sous l'autorité de l'État. Son principal objectif, l'aménagement immobilier rapide de la nouvelle collectivité territoriale. Le 11 août 1972, le périmètre de l'agglomération est défini. Elle comprend 11 membres encore présents aujourd'hui. Les Clés-sous-Bois et Villepreux n'arriveront qu'en 2016. Tous les 15 jours, les amis de la pétanque de Magny-les-Hameaux organisent un tournoi amical rue Joseph Lemarchand. Un rendez-vous où la convivialité prime sur le sportif et où les tireurs et les pointeurs s'affrontent. Un reportage de Michael Elmidoro. 10, 31 ! Ne vous fiez pas aux apparences, malgré un ton plutôt solennel au départ, l'ambiance de la journée se veut décontractée sur ce terrain de pétanque de Magny-les-Hameaux. Tous les 15 jours, le dimanche, des dizaines de boulistes se réunissent rue Joseph Lemarchand, un rendez-vous impulsé par le 12e président du club, les Amis de la pétanque. Le but du tournoi, c'est de s'amuser. Déjà, ça c'est la première chose, on veut remettre au goût la pétanque, on va dire loisir, pas compète. Où les gens retrouvent du plaisir, voilà, où ils ne sont pas coincés par le jeu de la fédération. Je joue contre des personnes qui, la première fois qui arrivent et la première fois qui lancent des boules, on leur a même prêté les boules. Donc c'est vraiment tout niveau. En doublette ou en triplette, bien qu'amical, les sportifs du dimanche veulent donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais alors, quelle est la technique pour remporter la victoire ? Chacun a son astuce, tireur ou pointeur, il faut choisir.
Moi je suis tireur. Mais de temps en temps je peux être pointeur. Quand mon collègue il n'arrive pas à tirer ou à pointer, je l'aide quoi. La différence c'est que quand tu veux pointer, il faut savoir viser au cochonnet, faire abstraction des autres boules. Alors que quand tu dois tirer, tu dois regarder les boules adverses pour savoir c'est quoi le mieux quoi. En termes de stratégie, en termes de tout, c'est... Voilà. Moi je suis plutôt pointeur. Meilleur pointeur que tireur. Mon geste c'est souvent comme ça. Voilà, je baisse tranquillement et je monte très haut. Et la boule monte assez haute et quand elle retombe, il faut qu'elle roule le moins possible. Selon Jean-Pierre, retraité de 71 ans et passionné de pétanque, le geste ne suffit pas. Il faut aussi s'adapter au terrain et la moindre pierre peut avoir son importance sur un lancer. Là, il a posé sa boule sur un coin où il n'y a pas de gravier et la boule a roulé beaucoup plus. Donc si on tombe sur une bonne partie là, la boule va aller le moins loin possible. Des sourires, une bonne ambiance, le club des Amis de la Pétanque qui existe depuis plus de 20 ans a réussi son pari de la journée. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau tournoi à loisirs. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais avant, on jette un œil à la météo de demain. Demain matin, le soleil sera au rendez-vous dans les Yvelines. Côté température, comptez 5 degrés à Rambouillet et Houdan, 6 degrés à Mantes-la-Jolie et 7 degrés à Versailles. L'après-midi, le ciel se couvrira légèrement. Côté température, comptez 14 degrés à Versailles, Rambouillet et Houdan et 15 degrés à Mantes-la-Jolie. Ce mercredi 10 avril, nous fêterons les Fulbert. Tout de suite, l'invité du 7-8. Être meilleur grâce à la préparation mentale, c'est le sujet du livre Gagne paru en janvier dernier aux éditions Eclévia. Pour en parler avec nous en plateau ce soir, son auteur, Laurent Mézéguet, bonsoir. Bonsoir. Alors juste avant de parler de votre livre, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Pendant près de 20 ans, vous évoluez dans le judo à haut niveau. Vous allez remporter plusieurs titres français et européens. À quel moment dans votre carrière de sportif vous avez vraiment pris conscience de l'importance de la préparation mentale ? Alors merci pour votre accueil. Alors pour répondre à cette question, il est vrai que jusqu'à l'âge de 23 ans, j'étais au niveau départemental, ceinture marron, sans arriver à pleinement m'exprimer, malgré le fait d'avoir eu une bonne formation avec un super professeur, d'avoir des qualités qui s'exprimaient, mais pas vraiment le jour des compétitions. Et donc un jour j'ai rencontré un autre professeur qui était lui-même très sensible à la préparation mentale, qui m'a pris sous son aile et a beaucoup parlé préparation mentale justement. Et en l'espace d'un an et demi, je suis passé du niveau départemental au niveau national. Et après, doucement et progressivement, j'ai pu atteindre la place de vice-champion de France première division et faire quelques tournois internationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est aussi important que la préparation physique finalement ? Ah, je pense que oui, je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent amener à la performance et tous additionnés permettent vraiment d'aller le plus loin possible en fonction de ses ressources bien sûr. La préparation mentale, la préparation physique, l'aspect technique, l'aspect tactique dans le sport, tous ces éléments combinés font un athlète accompli au maximum de ses ressources. Vous, c'est en 2012 que vous commencez à vous former à la préparation mentale. Il y a quelques années encore, on parlait moins de cet aspect. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de vous former à ça ? Alors, il est vrai que c'est bien avant que j'ai commencé à me former, mais l'idée en fait c'est que moi je suis tombé moi-même amoureux de la préparation mentale grâce à mon vécu. Après mes lectures, le fait de m'être justement passionné pour cette discipline m'a permis aussi, il faut dire la vérité, d'accompagner des personnes pendant des années. Quand j'étais athlète, je prenais souvent des petits jeunes que j'accompagnais et ça marchait. Et donc c'est vrai que derrière je me suis formé. Et après lancé justement en 2012 avec la société Eclévia qui permet aujourd'hui d'accompagner des athlètes et pas que. Alors vous allez documenter ces années de préparation mentale. Vous nous proposez ce livre. C'est un concentré finalement de tout ce que vous avez étudié et ce que vous avez aperçu pendant ces dernières années ? C'est exactement ça. En fait, l'idée de ce livre déjà est venue d'un point très simple, c'est que je voulais faire en sorte de participer à la démocratisation de la préparation mentale, puisque c'est une thématique qu'on entend souvent évoquée dans les médias et même dans le sport. Et c'est vrai que dans ce livre, il est pratico-pratique, c'est-à-dire qu'il est exactement l'expérience vécue sur le terrain, et tout est à l'intérieur, à savoir des anecdotes, à savoir des outils pratiqués par les athlètes, et bien sûr des notions développées pour que chaque personne qui veut atteindre son objectif puisse avoir une méthode et pouvoir le travailler de manière autonome. Justement, vous parlez de plusieurs méthodes. Est-ce que vous pouvez nous les décrire un petit peu, ces méthodes qu'on retrouve dans le livre ? Alors, en fait, le livre, c'est un modèle de performance et il est articulé autour de 7 étapes. La première étape, c'est le fait d'exprimer son objectif.
Derrière, on travaille à bien connaître l'environnement de l'objectif et bien sûr bien se connaître. C'est une sorte d'arrêt au stand de connaissance de soi. On travaille ensuite, en troisième étape, à établir le plan d'action le plus rationnel possible par rapport justement à ses ressources. Derrière, on travaille le sens, on donne du sens à ce pourquoi on s'engage. Et après, gestion des émotions et gestion du stress, évident dans le cas du sport, mais pas que d'ailleurs, extrêmement important. Et la sixième étape, c'est le fait de forger justement un état d'esprit à toute épreuve, pour ensuite valider tout ce qui a été fait, pour modéliser le comportement le plus performant possible pour atteindre son objectif. Vous vous êtes appuyé sur les techniques mentales de nombreux grands sportifs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms ? Alors j'ai pu accompagner déjà un certain nombre d'athlètes, comme Emilien Déol, qui est devenu championne olympique en 2016 à Rio, Brian Baudouin, qui est médaillé européen et mondial aussi en tir à la carabine, et d'autres sportifs dans le football ou d'autres sports. Tout ce qui a été utilisé comme technique sont des techniques qu'on retrouve dans le livre justement et qui sont issues de la préparation mentale, mais également de la psychologie appliquée et de la PNL notamment, et même je dirais même de courants presque philosophiques, enfin pas presque, philosophiques, puisque je pars d'un principe très clair, c'est que tout ce qui dépend de nous, eh bien, on doit s'engager et le faire à fond. Et tout ce qui ne dépend pas de nous, eh bien, il faut prendre du recul justement dessus pour pouvoir justement avancer le plus sereinement possible, comme le disent les stoïciens. C'est un livre qui est à destination des sportifs, mais pas que. Alors, il est justement, comme c'est écrit dessus, c'est à destination et à l'usage des sportifs, mais aussi à tous ceux qui souhaitent s'en inspirer. En fait, mon engagement à travers ce livre notamment, c'est que moi je prends un énorme plaisir à m'engager, à donner 100% de ce que j'ai, et je vis d'ailleurs ce sentiment de donner le meilleur comme un engagement social. Et c'est vrai qu'à mon humble niveau, mon but, c'est d'œuvrer à une société meilleure. Je suis français, je suis fier de l'être, et si chaque Français pouvait avoir justement tous les outils pour exploiter son potentiel, eh bien ça serait vraiment une excellente chose pour la France, ça serait la France qui gagnerait. Et c'est pourquoi l'accompagnement à travers ce livre des personnes qui vont le lire, mais aussi des personnes avec lesquelles je travaille, l'idée est de pouvoir les accompagner à les rendre meilleurs, à leur permettre de devenir des élites de caractère, des héros du quotidien, des champions de tout ordre. Quels sont les objectifs des personnes que vous rencontrez au quotidien ? Alors, si on parle que de l'aspect sportif, ça va être de gagner des médailles, des Jeux Olympiques, des championnats du monde, mais aussi des championnats départementaux, ou tout simplement des objectifs de comportement, avoir une attitude beaucoup plus courageuse, par exemple. On travaille souvent sur des thématiques en lien avec les valeurs. Les Grecs disaient « 1000 actes de vertu créent la vertu ». Et c'est vrai que travailler sur des valeurs, avoir ce fil conducteur en soi qui se caractérise en actions cumulées au quotidien, font de vous après un être engagé, aligné avec ses valeurs, et bien sûr qui exploite pleinement son potentiel. Aujourd'hui, la santé mentale, elle est au cœur des préoccupations pour les sportifs, mais aussi au sein des entreprises. C'est important pour vous, en tant qu'ancien sportif, que cet aspect ne soit plus négligé ? Complètement, parce que pendant un certain nombre d'années, je le vois bien souvent avec mes discussions avec les DRH d'entreprise, c'est que, par exemple, si on veut faire une formation prise de parole, on se dit qu'il y a un salarié qui a besoin d'une formation, par exemple, prise de parole. On va travailler quelques techniques, mais en vérité, le problème, c'est pas la prise de parole en soi, c'est que la personne, par exemple, a des difficultés si elle parle devant plus de 3 personnes ou devant tel type de personnes. Et on se rend compte que c'est pas la technique en soi de prise de parole qui est problématique, c'est l'intérieur de la personne. Et donc l'idée chez Eclevia, et donc ce qu'on développe comme pédagogie, c'est travailler autant l'intérieur que l'extérieur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, chez Eclevia, on travaille avec les sportifs, mais aussi dans le monde de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'affiche comme étant un organisme spécialisé en performance managériale, où c'est vrai que l'ADN est la préparation mentale, mais on travaille sur tout ce qui est communication et management. Dernière question, le sport, c'est un endroit privilégié pour vous pour comprendre le pouvoir du mental ? Alors c'est sûr qu'avec toutes les situations quotidiennes, tous les challenges à travers les compétitions notamment qui sont proposés, on a effectivement beaucoup de critères, une belle grille de lecture, on va dire, pour pouvoir toujours travailler, affiner et avoir de vrais retours réguliers. Et c'est pourquoi c'est vrai qu'à la base ça vient du sport de haut niveau, mais aujourd'hui c'est vraiment applicable dans tous les domaines. Eh bien, merci Laurent Mézéguet d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, votre livre Gagne est disponible sur votre livre internet, sur Amazon, c'est ça ? C'est ça, sur mon site internet, qui est laurentmézéguet.fr, mais également sur internet, sur Amazon, sur les grandes plateformes comme celle-ci. Et il est paru aux éditions Eclevia en janvier dernier. Merci à vous et c'est déjà la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Demain à l'information, vous retrouverez Mathilde Francou. En attendant, très belle soirée sur TV78.